nous sommes très heureux d'être en face de vous à ce jour. Il est déjà, nous sommes plutôt à la 10e journée de la nouvelle année 2022. Nous continuons à rêver, à nous attendre à ce que le dernier jour de cette année 2022, nous puissions croire, nous puissions dire, témoigner que nous venons de passer une très belle année 2022. Mesdames et messieurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son gouvernement, par son premier ministre Samalou Kondé, ainsi que le ministre des Plans, Christian Mwando, ils nous ont mis en confiance de lancer plutôt un projet, dit le projet de développement à la base. Communément dit, le projet des 145 territoires. Mesdames et messieurs, nous posons des questions. Qu'est-ce qu'il y a au fait dans ces projets de 145 territoires et que doit réellement faire la population congolaise? La part des investisseurs, la part de la diaspora, la part de tout un chacun de nous. Ce projet a 4 composantes. Si vous permettez, je peux vous les citer. La première composante constitue à améliorer l'accès des populations des territoires ruraux aux infrastructures et services socio-économiques. La deuxième composante, promouvoir le développement des économies rurales et de chaînes de valeurs locales. La troisième composante, renforcer les capacités de gestion de développement local. La quatrième composante, développer un système d'information géoréférencé des suivis, voilà, à même de renseigner sur le progrès du programme. Mesdames et messieurs, voilà les 4 composantes de ce projet de développement à la base. Un programme de développement pour 145 territoires de la République démocratique du Congo. Je suis avec moi ici un investisseur congolais, un fils maison, Mathieu Takizala, le PDG de spécial autogarage. Il nous vient de la France, il s'est décidé de revenir chez lui au pays à investir. Il a choisi le domaine automobile de manière à ce qu'il puisse au moins aider le Congo à lutter contre le chômage et surtout contre la délinquance en encadrant le jeune par la mécanique. Mesdames et messieurs, nous vous le présentons et nous sommes très heureux de vous parler en ce moment. Monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour madame, bonne année. Merci. Bonne année 2022. Je pense que vous avez fait un énorme travail d'M Télévision en 2021 et ça tombe bien que nous commençons avec les problématiques de développement parce qu'on a, depuis 60 ans, on a parlé plus de la politique, de l'administration, ainsi de suite. Mais j'y suis heureux en tant qu'économiste de formation et que les politiques commencent à essayer un peu de conjuguer le mot développement à la base. Donc je suis content, je pense qu'on va partager et puis pour que les internautes puissent aussi écouter ce que nous pensons par rapport à ces genres de propositions du président de la République. Voilà. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir et surtout qu'en cette année 2022, c'est vraiment un plaisir énorme. En fait, M. Mathieu Takizala, déjà vous êtes entrepreneur et investisseur en démocratique du Congo, un investisseur local, donc vous êtes un Congolais qui avait accepté d'investir. Voir aujourd'hui un programme dans ce sens initié par le gouvernement, quelle est votre impression? Bon, vous savez, ce pays a connu beaucoup de programmes, beaucoup de textes nobles autour de l'économie ou le social des Congolais, bizarrement, dans le point de vue des exécutions, on ne l'a pas bien exécuté. Aujourd'hui, on va plus revenir en arrière, mais c'est que je dois donner un peu comme conseil à ceux qui nous dirigent politiquement qu'il faut qu'on évite des erreurs du passé. Aujourd'hui, le territoire congolais, dans l'entièreté, a des sérieux problèmes. Il ne suffit pas que quand vous partez dans le Bandundu, vous verrez pas, si vous ne voyez pas la route bitumée, vous dites que le Bandundu est les sources de problèmes. Mais Kinshasa, c'est pareil. Toutes les recoins de la ville de Kinshasa, il n'y a pas de route. Vous allez dans certaines communes, il n'y a même pas de pharmacie, tout ça, ainsi de suite. Donc, la problématique de développement territoire de la République démocratique du Congo, elle est profonde. Et il n'y a pas longtemps, la République démocratique du Congo avait fait cette loi que vous avez appelée la décentralisation. Ça signifie qu'on a augmenté le nombre des entités administratives. On appelle des régions. Et on avait 11 régions et on est devenu avec 26 régions. Et aujourd'hui, à part cette augmentation, ça a augmenté aussi avec l'augmentation des postes nominatifs, des postes du côté des institutions.
Exactement. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, on a 26 gouverneurs, on a 26 vice-gouverneurs, on a 260 ministres provinciaux. On a, vous voyez, ça, la dépense s'est augmentée uniquement du côté de l'administration. Alors, ce programme-là, pour que ça puisse prendre corps, il faut que, d'abord, pour moi, je propose, il faut qu'on retourne à 11 provinces. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des provinces où il n'y a rien en termes d'infrastructures, en termes des instruments économiques. Ça signifie que les entreprises. Alors, au lieu qu'on dépense l'argent sur 15, moi je propose qu'on retourne sur les 11 pour qu'on fasse des économies de coûts budgétaires qui va permettre que les 150 ministres provinciaux où nous donnons de l'argent à l'heure actuelle, qu'on prend cet argent et qu'on accompagne des sociétés telles que les spéciales auto à s'installer dans ces territoires. Vous comprenez la logique? Parce que le vrai problème, c'est le chômage de masse. C'est l'accompagnement de la population. On peut mettre une route, mais si on met une route là où il n'y a même pas de société, ça ne sert à rien. 6 mois après, on sera en difficulté pour faire l'entretien de ces routes. Parce que la route, il faut que l'activité économique passe. Lorsqu'il passe, automatiquement, on va avoir des royalties pour que nous puissions entretenir et puis créer de la valeur. Donc, je crois que je demande aux élus, je demande aux sénateurs, ainsi de suite, qui réfléchissent. Parce que, normalement, il est mieux dans la vie de reculer pour mieux sauter. Aujourd'hui, la crise de Covid-19 a mis encore la République démocratique du Congo en difficulté. Vous sentez que les frustrations sociales sont devant. On a perdu les classes sociales, la classe moyenne, supérieure, inférieure, le pouvoir de l'achat. Or, dans une économie qui n'est pas l'économie industrielle, une économie de consommation, nous devons avoir le ménage qui consomme. Mais bizarrement, nos ménages aujourd'hui, faute du pouvoir d'achat, et les ménages sont tentés de consommer vers l'informel. C'est vu qu'on fait un peu de surplace. Donc, si on peut reculer à 11 provinces, ça sera quelque chose pour que nous prenions un peu ces sous-là en fonctionnement où on fait. Imaginons par exemple, si chaque province, le frais de fonctionnement, c'est, on peut dire n'importe quoi, 300 000 $. 300 000 fois 15 provinces. C'est déjà quelque chose. Vous comprenez? Monsieur Mathieu, il y a une chose. Donc, en fait. Quand vous parlez du retour en arrière, en fait, ce n'est pas mal. Mais vous savez pourquoi est-ce que l'autorité s'était décidée de l'éclatement de ces entités? C'était tout simplement pour faciliter la gestion publique. Vous le savez au moins. Oui, mais maintenant, la gestion publique, madame, c'est vraiment... j'ai aimé la façon que vous avez employé la gestion publique. Mais la gestion publique, il ne suffit pas de voir que le gouverneur. La gestion publique aussi, il faut avoir... et que ces concitoyens doivent avoir là où ils doivent travailler et la facilité. Il y a des provinces, il n'y a même pas de société de transport, madame. Il y a des provinces, il n'y a pas de société de transport. Mais la raison pour laquelle le programme de 145 territoires à la base est arrivé, c'est ce que nous disons. C'est pour pallier à ces problèmes. Vous ne voyez pas les choses dans ce sens. Ce programme-là, non, je vous dis, c'est une belle chose. Mais maintenant, il faut qu'on amène avec la logique économique. Mais quand on dit qu'on va doter des infrastructures sociales et services socio-économiques, même le pays développé, quand vous sentez l'épaisseur du privé est supérieure à l'épaisseur étatique. Ça signifie qu'aujourd'hui, dans les pays démocratiques du Congo, il faut booster l'épaisseur privée. Nous avons problème d'infrastructures routières. Nous avons problème d'infrastructures aéroportuaires. Nous avons problème des infrastructures navigables. Aujourd'hui, tous les cours d'eau ne sont pas navigables. Nous avons besoin d'infrastructures de chemin de fer. Donc aujourd'hui, l'État est étouffé. Il vaut mieux privatiser ce qu'on peut privatiser. Quand vous allez par exemple aux États-Unis ou vous allez en France, les routes, toutes les routes ne sont pas nationales, ne sont pas financées par l'argent de l'État. Prenons par exemple, aujourd'hui, nous avons un territoire qui est vaste. En quittant des Bananas jusqu'à Lubumbashi, ça peut nous faire 2000 km ou 2500 km. Et si vous quittez de Lubumbashi jusqu'au côté de Goma, on arrivera peut-être à 3000 et quelques kilomètres ou à 4000 km. Donc c'est extrêmement difficile. Ok, ces 3000 km ou 4000 km, nous avons besoin de ça, madame. Pour faire l'attractivité et compétitivité du territoire. Maintenant, aujourd'hui, l'administration tout seul n'arrivera pas, ou l'institutionnel tout seul n'arrivera pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça signifie qu'aujourd'hui, j'ai dit, privatisons la route. Okay. Ça fait que les grands acteurs, par exemple, là, à chaque fois, on a le problème. On dit, oh, la route de Kenge s'est coupée, tout ça, ainsi de suite. Vous voyez qu'on a des difficultés. Les grands acteurs, là, ça devient des autoroutes. Ça fait qu'on va prendre, par exemple, en quittant des bananes jusqu'à Lubumbashi, 5 sociétés qui vont devenir des sociétés d'autoroutes.
et c'est eux qui construisent, et que l'État signe des contrats avec ces privés, ça signifie qu'on leur donne tant d'années d'exploitation, parce que lorsqu'ils vont exploiter, l'État va gagner des taxes, les Congolais vont trouver du travail, et ceux qui vont écouler le marchandise vont être facilités. Donc, vous allez voir, par exemple, à l'époque même de la gestion coloniale, ici, en tracé de route, nous avons à peu près 58 000 kilomètres de route. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, ce qui est praticable, ce n'est même pas 20 000 kilomètres de route. Donc, les routes agricoles, à dessert agricole, à l'époque, on n'avait pas de problème. Pourquoi? Dans chaque territoire, il y avait des entreprises, madame. Et ces entreprises avaient des équipes mobiles de cantonnage manuel. C'est fait qu'ils sont obligés de faire le cantonnage parce que c'est là où le camion de l'entreprise passe. Mais aujourd'hui, nos territoires, il n'y a plus d'entreprises. Il y a beaucoup de plantations qui sont abandonnées. Normalement, aujourd'hui, il faut que dans nos territoires, qu'on puisse avoir aussi une présence du secteur privé, parce que le président du secteur privé est faible. Monsieur Mathieu Takizala, vous ne voyez pas qu'avec ce programme, vous pouvez, vous, les investisseurs, saisir également l'opportunité de manière à vous lancer dans l'investissement de manière ouverte. Puisque je ne sais pas comment est-ce que vous percevez d'abord ce programme de 145 milliards. Mais c'est ce que nous disons, c'est ce que je suis en train de vous dire. Comment vous les percevez d'abord? Répondez d'abord à ça. L'idée est bonne. Non, pour vous, votre part, qu'est-ce que vous pensez faire? Mais pour nous sommes là pour agir. Alors, mais maintenant, le problème, c'est quoi? Ça signifie que notre part, nous sommes là. Admettons, par exemple, tout le territoire n'a pas de garage. Okay. Mais moi, l'entrepreneur congolais, j'ai des garages à Kinshasa. Et tous les communes de Kinshasa n'ont pas de garage. C'est à l'État maintenant de faire des partenariats avec nous, le secteur privé. Vous êtes déjà allé chercher l'État congolais? Madame, nous sommes là, nous écrivons. L'État aujourd'hui ne peut plus se priver du secteur privé. Je vous donne l'exemple, par exemple, le cas aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Bruxelles, après la guerre, madame, Bruxelles s'est redécollé avec ce qu'on appelle Exposition universelle de Bruxelles. Oui. Et Exposition universelle de Bruxelles, c'est ce qui a relancé Bruxelles économiquement. Mais Exposition universelle de Bruxelles ne s'est pas fait uniquement autour de l'institutionnel ou de l'administrative. Exposition universelle, ça signifie que l'institutionnel et l'administrative s'est cohabité avec l'économie réelle. Ça signifie que l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous cherchons les investisseurs ailleurs. Mais d'abord, il faut comptabiliser les investisseurs qui sont localement ici. Exactement. Les entreprises qui sont ici, ça signifie que le territoire, le service que nous donnons à Kinshasa, Kazangoulou a besoin de ça. Matadi a besoin de ça. Kintsuka, ils ont besoin de ça. Mbandaka a besoin de ça. C'était maintenant à l'autorité institutionnelle de dire, voilà, je vais cohabiter avec le secteur privé. C'est ce qui s'est fait dans tout le pays. Quand le président Giscard arrive, il voit que la France avait problème d'infrastructure routière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont privatisé des tronçons de route. Là où il y avait des routes nationales financées par l'argent de l'État, ils ont cherché les entreprises concessionnaires, on donne ces tronçons de route aux entreprises et les entreprises mettent de l'argent, on donne tant d'années à ces entreprises pour qu'ils les exploitent. C'est ça le cas de la République démocratique du Congo aujourd'hui. C'est le cas de la plupart des entreprises de portefeuille. Ils ne sont pas partout dans le territoire. Même ils sont partout dans le territoire, mais ces entreprises sont en difficulté. Maintenant, à quoi sert qu'on va prendre le plaisir de rester toujours avec ces entreprises? Or que les entreprises de portefeuille ont un rôle auprès des entreprises privées. Parce que dans tout le pays du monde, madame, que vous allez sillonner, ce sont les petites et moyennes entreprises qui créent plus de la valeur, qui créent plus de l'emploi. Mais aujourd'hui, quelle est la problématique de petites et moyennes entreprises dans la République démocratique du Congo? C'est l'absence du marché solvable. Mais c'est maintenant l'occasion où, au lieu qu'on continue... L'absence de marché solvable, comment ça? Oui, mais parce avec que... ces potentiels démographiques... Mais cette potentiel-là est versé dans l'informel. Ça signifie que bon nombre de Congolais, quand on achète le téléphone, on n'achète pas sur une société structurelle. Quand on achète le babouche, on achète du bord de l'informel, faute de pouvoir d'achat. Si on loue une maison, 3/4 des Congolais qui louent des maisons, on loue chez des individus, on ne loue pas chez des entreprises. Vous comprenez? Donc ça signifie qu'aujourd'hui, c'est un énorme manque à gagner pour la collectivité d'ensemble, la République démocratique du Congo. Donc cessons de voir le territoire congolais en termes administratifs ou institutionnels ou géographiques de limitation. Mais amenons maintenant dans le territoire congolais une dose économique. Ça signifie qu'une dose économique, ce n'est pas à brandir des diplômes comme moi je suis économiste, mais une dose économique, c'est que dans chaque territoire, nous devons avoir des unités de production du bord de la formalité. Et c'est comme ça que la première composante de ces programmes en parle. Mais c'est pour ça que nous disons quoi? Que ces programmes-là,
il ne faut pas qu'on reste uniquement où on va venir dans la logique. On a construit un bureau de l'État. Mais le bureau de l'État fonctionne avec le privé. Mais si vous construisez un bureau de l'État tout seul dans un territoire où il n'y a pas d'entreprise, même les gens là qui vont travailler dans ces bureaux, ils vont avoir des difficultés pour s'approvisionner. Parce que leur source d'approvisionnement, c'est le secteur privé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire cohabiter le secteur privé et le secteur étatique. Parlons de la cohabitation du secteur privé, public plutôt. Vous êtes au courant de ce qui s'est fait à Matadi aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est fait à Matadi? Entre le port de Matadi, qui est le port public, et puis le port MGT, qui est le port privé. Oui. En fait, il y a une remarque, il y a un constat que nous avons fait, bien que le constat est un peu amer. On constate qu'en République démocratique du Congo, avec cette cohabitation publique-privée, c'est comme si de privés qui actionnent dans le secteur privé aux côtés des entreprises publiques travaille au détriment de l'entreprise publique. Cela est dû à quoi? Nous voyons le port de Matadi aujourd'hui, un port qui est non balisé, mais MGT est en train d'émerger. Juste après l'apparition de MGT, le port de Matadi a disparu. Qu'est-ce qui fait ce déséquilibre-là? Elle est où le problématique du privé qui... De la cohabitation, en fait. Mais non, mais la cohabitation, apparemment, a occasionné... Non, on doit avoir... Comment dirais-je, la faillite de l'entreprise publique. Et vous savez, les erreurs qu'on a fait beaucoup en République démocratique du Congo, on regarde le privé avec un regard comme si quelqu'un qui détruit la nation. Le privé de l'économie. Or que tout le pays, même la Chine communiste, madame. Aujourd'hui, la Chine, s'il est l'atelier du monde, ce sont les entreprises du bord privé qui valorisent la Chine aussi. Mais aujourd'hui, admettons, le problème c'est quoi? Les entreprises du bord étatique doivent aller aux compétitions. Ça signifie que les entreprises de bord étatique ne peuvent pas commencer à se plaindre. Maintenant, qu'est-ce que nous, on va dire? Nous n'avons pas de financement. Moi, je suis un privé en République démocratique du Congo. Il y a tant de garages dans l'informel ici en République démocratique du Congo. Et puis la culture d'aller dans un garage structurel est limitée. Le travail du côté étatique ne vient pas dans des garages comme à moi. Mais on essaye de faire limite. Le problème, c'est quoi? Ça signifie que la plupart des entreprises de portefeuille n'est pas compétitive. C'est vrai que quand on nomme les dirigeants, on ne tient pas compte de la gestion entrepreneuriale. Il faut mettre des managers. Parce que moi, je viens par exemple, prenons le cas de M. Mathieu Takizala. Vous me mettez aujourd'hui à la tête de la société de port. Vous dites l'ONATRA, on va aller avec ça. Et l'autre fois, ONATRA tirait d'où ses dividendes. Les dividendes de l'ONATRA, c'était les laguines, le fluvial. Les dividendes de l'ONATRA, c'était la marchandise de privé avec le train. Les dividendes de l'ONATRA, c'était des bateaux. Mais aujourd'hui, ONATRA, de plus en plus, il n'y a plus de bateaux. Et les dividendes de ONATRA, c'était des ports. Et aujourd'hui, quand vous partez même dans tous les ports de ONATRA, vous voyez que même l'outil de production, les grilles, ce sont les grilles des années 70. Vous comprenez? Des années 70, 60. Il est plus compétitif, l'outil productif. Et les ressources humaines. Vous allez par exemple aujourd'hui, à ONATRA, vous voyez, il y a plus de gens qui ont 50 ans. Et quand vous allez chez le privé, vous voyez les jeunes gens de la jeune génération de numérique de 35 ans. Ça aussi, le manager doit endosser ça. Or, aujourd'hui, quand vous voyez, les gens prennent plus les remorques pour évacuer les marchandises de Bas-Congo jusqu'ici. Et les gens aussi, c'est les remorques autour, par exemple, de province de Katanga, pour là où il y a le travail minier. Mais est-ce qu'ONATRA est là-bas présent? Vous voyez le vrai problème? Ça, ce n'est pas le problème de privé qui viennent s'installer. C'est le problème des orientations et de fait des routes qu'on donne aux entreprises étatiques. Ça signifie qu'aujourd'hui, les entreprises étatiques, pourquoi les petites entreprises congolaises ne se développent pas? Parce que les grandes entreprises devaient être les clients auprès des petites entreprises. Mais quand vous prenez dans la tête de ces entreprises-là, 3/4 des dirigeants viennent du bord de l'institutionnel. Et quand ils arrivent là, rien ne bouge. Vous allez voir même le bâtiment, c'est de plus en plus difficile pour mettre la peinture. Prenons par exemple dans l'audiovisuel. Vous ici, vous démerdez. Il n'y a même pas 6 mois que j'étais ici. Mais je vois aujourd'hui votre directeur général, je vois qu'il change le bureau. Pourquoi? Il améliore le cadre productif. Alors, maintenant, prenons RFI. Vous voyez, il y a des prix qu'on dit RFI découverte. Mais la RTNC a un prix. Est-ce que la RTNC fait l'événementiel pour faire permettre... Donc il y a absence du goût, de la performance. Mais c'est ce qui doit se passer, madame. Ça signifie qu'aujourd'hui... L'art du bon n'existe pas. Ces entreprises-là... Oui, mais la gestion, le manager d'entreprise, c'est comme un entraîneur. Quand vous le nommez, c'est avec une feuille de route. Donc vous ne pouvez pas le laisser quelqu'un où vous voyez que depuis qu'il est venu, les choses ne bougent pas. Ouais.
Ou peut-être la personne est toujours là pour se plaindre. Il faut le virer. Essayer les autres personnes. Moi, si j'arrive chez Onatra, je regarde d'abord que les ressources humaines est supérieure au chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut limiter. J'essaie de réduire. Mais c'est ça la logique du gestionnaire. Vous dépensez plus que ce que vous faites entrer. On fait quoi? On fait des coupes budgétaires, non? Il suffit que je vais regarder, est-ce que tout le monde qui est aujourd'hui comme employé chez Onatra est censé rester là? Est-ce qu'il produit? Il y a des institutions, partez dans des institutions étatiques aujourd'hui, les entreprises de portefeuille. Il n'y a même pas 3 quarts, il n'y a même pas le fait où les gens notent l'heure d'arrivée et l'heure de sortie. Vous imaginez? C'est fait qu'il faut auditer tout. Et puis, pourquoi faire Onatra tout seul? Mais chercher des associés. Quand on dit associés, ça ne veut pas dire uniquement que les gens qui viennent d'ailleurs. C'est vu qu'Onatra aujourd'hui, il veut prendre par exemple, investir dans la route. Parce que quand on parle par exemple les concessionnaires qui vont construire la route, mais logiquement les investisseurs pouvaient devenir comme des Onatra, les Sonance, ainsi de suite. Qui devaient devenir maintenant avec des filiales en construction de routes. Pour gagner de l'argent. Parce que si on dit construction de routes, ça ne dit pas qu'on va avoir uniquement des Chinois. C'est question de réorganisation de l'outil productif de la République démocratique du Congo, madame. Aujourd'hui, les logements professionnels, c'est de plus en plus difficile pour que quelqu'un il arrive, il trouve déjà un endroit où il y a une usine, il met que des trucs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas sur la République. Mais qui peut construire ça? Ce sont des banques, ce sont des entreprises. Ils ont du cash flow, mais ils prennent cette cash flow, ils créent les autres filiales. L'autre fois, l'automobile, dans des pays modernes, on dépendait uniquement à ceux qui fabriquent, à ceux qui distribuent. Et le banquier. Mais maintenant, l'automobile aujourd'hui, bon nombre de véhicules qui circulent dans des pays développés, les entreprises ne sont plus propriétaires de ces véhicules. Les entreprises sont louées de ces véhicules. Mais qui les fait louer? Ce sont des banques. Et les banques en partenariat avec des concessionnaires, nous les entrepreneurs, du côté de l'automobile. Donc ça signifie qu'il faut apporter les innovations. Ils ne voyaient pas le privé comme si quelqu'un qui vient déranger. Aujourd'hui, la fierté des États-Unis d'Amérique, ce sont les entreprises aussi privées qui font la fierté. Est-ce qu'Apple est étatique? Apple est privé, non? Tout le monde, quand il achète le téléphone iPhone, vous imaginez, est-ce que Facebook est étatique? Est-ce que Amazon est étatique? Donc là, vous êtes en train de faire montre que l'État congolais n'a pas créé un climat favorable pour l'investissement. Mais oui, mais il faut créer le climat, l'écosystème est à moitié vide. Aujourd'hui, madame, vous décidez de créer aujourd'hui, vous avez cette entreprise. Oui. Quel est l'accompagnement de la République démocratique du Congo auprès d'Eden TV? Normalement, dans la logique, mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une antenne en Mbujimaï d'Eden TV, qui prend l'information. Ça va embaucher les gens de Mbujimaï qui sont journalistes, non? Vous pouvez avoir l'antenne à Lubumbashi. Quelles sont les entreprises que vous cherchez? Eden TV, c'est une entreprise, non? Maintenant, c'est cette organisation qui manque ici. Aujourd'hui, vous avez l'argent. Vous décidez, vous voulez créer une boutique. Mais est-ce que vous avez toutes les compétences? Non. Mais où on forme les chefs d'entreprise? C'est dans des chambres de commerce, chambres d'industrie, chambres d'agriculture, madame. Mais maintenant, est-ce qu'il y en a ici? Non, à part guichet unique. Et le chambre de commerce, c'est où? Où les commerçants entrent. Il y a une chambre de commerce, il y a une chambre de commerce à la présidence. À la présidence. Et puis à la primature également, il y a une chambre de commerce. Oh. Si vous allez également, oui. À la primature. Vous allez également, s'il vous plaît, vous allez également au ministère des Affaires étrangères, il y a une chambre de commerce là-bas. Chambre de commerce, oui. Mais maintenant, dis-moi. Il y a un autre bureau de chambre de commerce. Voilà, sur le rond-point Foresco. Oui, là-bas. Toujours du bord colonial, Kalina. Maintenant, le monsieur qui est à Matadi-Gibala, donc pour être accompagné, il doit prendre de Matadi-Gibala jusqu'à Kalina. Pourquoi il n'y a pas une antenne à Matadi-Gibala? Parce qu'à Matadi-Gibala, on doit avoir aussi les entreprises, non? Vous voyez, c'est ça le problème territoire congolais. L'écosystème, le soutien, l'accompagnement de l'entrepreneur, l'encadrement de l'entrepreneur, elle manque à la République démocratique du Congo. Madame Caroline Poncelet, la chambre de commerce est en défaillance. C'est ça. Il n'y a pas que la chambre de commerce. Prenons par exemple la chambre d'industrie. Elle est où? Vous voulez créer des industriels. Mais là, les industriels vont être accompagnés par qui? C'est ça le vrai problème. Mais en général, ces institutions consulaires, les animateurs, ce sont les professionnels. Nous, les Mathieu Takizala, les aînés qui ont d'abord, par exemple, 20 ans dans ces métiers d'entrepreneurs,
Ça signifie que le jeune aîné qui va arriver, il ne va pas connaître tous les rois du système entrepreneurial. Moi, quand je regarde déjà le projet, je dirais non, regarde, là, il faut faire ça, tout ça, ainsi de suite. C'est ça le rodage. En fait, M. Mathieu Takizala, aujourd'hui, déjà le programme est en pleine exécution. Oui. Quand vous regardez ce programme, vous, maintenant là, dans les concrets, que pouvez-vous apporter à ces programmes? Mais ce que nous pouvons apporter, nous sommes là. Je suis un chef d'entreprise. Ce que j'appelle, j'ai dit, évitons de faire des éléphants blancs. Mais pour que ça ne soit pas des éléphants blancs, il faut que... Vous savez que le programme a également besoin d'un appui technique indispensable. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes des acteurs sectoriels. Ça signifie que les acteurs sectoriels, au lien, il faut qu'ils travaillent en synergie avec nous. Ça signifie qu'aujourd'hui, je dis au président Tshisekedi qu'à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, il y a aussi des entrepreneurs, il y a des entreprises qui existent. Maintenant, il faut faire de sorte que ces entreprises deviennent vraiment réellement des entreprises nationales. Ça signifie que vous prenez par exemple Izipa, la personne qui a créé l'école Izipa. L'université Izipa. Bien qu'au départ, c'était une structure publique, bon, entre guillemets. Oui, Izipa. Prenons l'Izipa. Et en Mbujima aussi, les jeunes gens ont besoin d'apprendre le métier du numérique, non? Exactement. Alors, faire de sorte aussi que Izipa soit en Mbujima. Ça va embaucher les gens, ça va former les gens, ça va faire. Donc, c'est ça qui manque ici. Maintenant, je vous pose la question, vous, étant individu, vous êtes un notable de chez vous, vous êtes de quelle province? Je suis congolais. Oui, congolais, oui. Vous avez une famille. Congolais. Vous savez... Là, s'il vous plaît, M. Mathieu, ne nous embrouillons pas. Je vous embrouille avant pas. D'avoir une nation, on a d'abord une famille. Bon, en fait, vous savez... Ok, s'il vous plaît. Je connais pourquoi je vous pose cette question. Je vous écoute. Vous voyez, dans ce programme de 145 territoires, il y a un accompagnement d'un programme Revit. Oui. Vous voyez, Revit, là, veut dire, selon le ministère de l'aménagement du territoire, avec l'excellence Guy Luando, rentrons chez nous à la base, dans nos territoires, dans nos districts, allons construire. Ok. Vous êtes investisseur, oui, dans l'automobile, mais il y a aussi côté infrastructure. On vous demande, vous, au moins une maison. On doit quand même avoir une belle vue. L'État ne peut pas aller construire votre maison familiale quand même. Vous avez un chez vous. Vous voulez que je vous réponde? Oui. Vous savez, quand vous êtes un homme public, évitons d'être secteur. Non, ce n'est pas secteur. Même si vous choisissez au moins une province à écoutez-moi un peu, écoutez-moi un peu. Moi, Mathieu Takizala, je suis un entrepreneur congolais. Ça signifie que Bukavu, c'est chez moi. Donc, vous pouvez aller construire à Bukavu? Ben oui. Ok. Ben oui. Vous pouvez rester. Vous savez, moi, je suis né dans les années du Mobutisme. Mon papa, Joseph Mobutu, et du côté fort de Mobutu, c'est faire unir tous les synergies de la République démocratique du Congo. Là, il faut dire bravo et merci. Vous comprenez? Donc, nous sommes nés dans cette culture-là. Chez nous, on ne dit pas parce que mes parents étaient originaires d'un coin, ça signifie que je dois automatiquement, si je vais agir en République démocratique du Congo, il faut que c'est ça. Vous savez, moi, je suis celui qui dit les problématiques, il faut que le gouverneur soit le natif du point. J'aime pas ça. Ça nous rend quoi depuis qu'on a fait ça? Ça enfonce encore la division, ça crée le tribalisme. Vous pouvez aller construire dans une province. Aujourd'hui, Spécial Auto Garage, l'entreprise que j'ai créée, la vocation de Spécial Auto Garage, nous voulons être à l'intérieur, dans toutes les provinces congolaises, qu'ils soient à l'Équateur, qu'ils soient à tout ça, ainsi de suite, parce que c'est une société congolaise. Donc, je ne suis pas là pour dire non. Après Kinshasa, mais c'est pour ça que nous disons avec ces programmes-là, nous disons à l'État, c'est quoi? On ne va pas aller construire le garage là où on n'a pas le marché. Pour bien que ça marche, nous disons à l'État, l'État a une branche économique qu'on appelle les entreprises de portefeuille. Il faut que l'État fasse des réformes. Il faut que ces entreprises-là, lorsque nous, Spécial Auto, on va se mettre à Bumba, la SNEL de Bumba doit être le client de Spécial Auto. Vous comprenez? Là, l'investissement ne sera pas éléphant blanc. L'investissement va avoir un sens. Il faut maintenant que l'État fait le fusion entre le mixage, les entreprises publiques et les entreprises privées et les administrations. Il faut que l'État prenne le courage, que l'Assemblée provinciale d'Équateur soit sur le client de Spécial Auto Garage. Vous voyez que là, on va mettre le garage, ça va avoir un sens. Au lieu que le garage se met à Bumba, mais il n'a même pas le client. D'un côté, l'informel est supérieur. Donc, c'est ça. Il faut que l'État, comme la population s'est popularisée, moi, j'avais fait un plan de redressement. Tout ce que vous dites des 145 territoires, moi, j'ai énuméré comment on peut redresser la République démocratique du Congo administrativement, d'une façon d'infrastructure et économiquement.
Vous cherchez aussi des ces partenaires. Vous pouvez aussi écrire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, par exemple, parce que vous êtes ici à Limité. Vous êtes sur la 12e rue, c'est ça? Oui. La 12e rue, Petit Boulevard, du côté résidentiel. Oui. Vous êtes déjà arrivé d'écrire une sollicitation de partenariat avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa? La prochaine fois qu'au République démocratique du Congo, nous disons le Congo, c'est une partie de terre de l'univers. Plus que le Congo va avancer, les autres territoires vont bénéficier. Et travaillons ensemble. L'économie, c'est un circuit. Ça fait que lorsque l'ONATRA donne du travail à Spécial Auto-Garage va employer ses travailleurs. Et les travailleurs du Spécial Auto-Garage, un jour, ils vont prendre nos vacances pour aller à Bumba et ils vont monter sur le bateau. Vous voyez, c'est ça l'économie. Ça signifie qu'aujourd'hui, évitons le gaspillage. Et pareil, les amis qui sont au niveau du Parlement, ils ont des 3-4 véhicules. Au lieu d'aller déposer ça dans la rue, amenez ça chez Spécial Auto-Garage. Parce que l'électeur de Bumba, où vous demandez à chaque fois le suffrage, c'est là où lui il va trouver l'emploi. Et le lecteur ne va pas voter pour le ventre. Le lecteur va voter maintenant parce qu'il a l'idéologie et il va contribuer. Parce que soit député dans un territoire où les gens ne travaillent pas, mais toi tout seul le député, comment tu vas faire? Ça sera la démagogie. Et nous disons même au président de l'Assemblée nationale, cher Mbosso, mais les véhicules sont là-bas. Nous devons d'abord compter avec nos propres efforts. Il y a 500 députés, il y a 500 véhicules où ils peuvent donner un spécial auto. 100 véhicules pour les entretiens. Donc, il y aura peut-être une dizaine de jeunes Congolais qui vont trouver le travail. C'est ce que nous disons. Nous disons au président du Sénat, ça tombe bien aussi qu'il venait d'être le ministre de l'économie. Il sait comment l'économie là existe aujourd'hui. Il a le président Bayati. Il a 100 sénateurs. Et les 100 sénateurs sont propriétaires de véhicules roulants. Si même il y a 50 qui viennent chez Spécial Auto-Garage, ça va permettre que Spécial Auto-Garage puisse embaucher ceux que nous formons à l'ISTA et à l'INPP. Nous disons au gouverneur Ngobila, il a une dizaine de ministres provinciaux. Chacun a des véhicules, y compris des partenaires. Mais s'il y a même la moitié qui vient chez Spécial Auto, c'est comme ça. Le territoire peut devenir dynamique. Chacun doit jouer là où il y a une responsabilité et qui pense. Nous disons par exemple au directeur général de la SONOS en disant, mais regarde l'allié territorial qu'on appelle Spécial Auto-Garage. Tous les accidents et tout de suite, mais travailler à Spécial Auto-Garage. En fait, M. Mathieu Takizala, ici, je ne veux pas vous poser cette question par rapport à votre spécialité, mais d'abord, étant un économiste. Oui. Dans le programme de 145 territoires, un programme de développement à la base, là, on met plus l'accent sur les infrastructures de déserts agricoles. En fait, un socle pour le développement, pour la production, pour la croissance économique. Que pensez-vous de cette politique de faire? Oui, mais parce que, vous savez, l'économie doit avoir des canalisations, les circuits. Oui. Et aujourd'hui, l'absence des circuits fait que notre économie n'a pas de sens. C'est pour ça que vous voyez que le bandit qu'on appelle l'informel récupère l'espace où l'économie réelle devait occuper. Je vous ai dit, au début, peut-être vous avez oublié, je vous ai dit que j'ai observé un peu en tant qu'économiste la gestion coloniale. Comment la gestion institutionnelle, administrative coloniale avait reçu au Congo. C'est d'abord dans chaque territoire. Les routes n'étaient pas bitumées, mais il y avait des entreprises. Parce que moi, je suis Spécial Auto-Garage. Là où nous sommes, à Limité, regardez la maison voisine et la maison qui est à côté. Avec le Mirail où Spécial Auto-Garage occupe. Vous verrez qu'il y a une différence, même en voyant comme ça. Vous allez dire, ça c'est une maison dans l'informel, mais ça c'est une entreprise. Ça veut dire que plus qu'on va accompagner les entreprises à s'installer dans le territoire, vous verrez que même les évacuations de marchandises, ça sera quelque chose simpliste. Non, mais là, ils vont déserter le voie, du coup, la production locale... Non, ils ne vont pas déserter. Regarde, moi, je suis né à Kikwit ici. À Kikwit, c'est une province à vocation rurale, agricole. Alors, il y avait 3 entités, 3 entreprises du bord privé. La société Unilever, je ne sais pas si vous le connaissez, Unilever. C'est une groupe anglaise qui agissait ici sur 3 branches. La branche des huileries, des usines des huiles, et le branche de tout ce qui est de magasin. Elle branche de la partie
qu'on appelle aujourd'hui les supérettes, supermarchés. Ouais. Il y avait Sedect. Sedect, c'est les mamans achetaient de wax, tout ça, ainsi de suite. Et il y avait Pelzet. Vous avez un camp ici qu'on appelle camp Pelzet. Et il y avait Sedect, Pelzet, le troisième qui était dans le groupe. Et je vous donnerai le nom. Et Select, il y avait 3. Select, c'était là où vous pouvez acheter la viande, bovine, tout ça, ainsi de suite. C'est dans le groupe Unilever. Alors, tous les entours de la ville de Kikwit, Pelzet avait des cités où ils produisaient des plantations de palmiers. Okay. Ça signifie que là où il y avait des plantations de palmiers, il y avait des cantonniers de Pelzet. Parce que le camion est obligé d'aller chercher la marchandise et l'amener à l'usine. Et ça créait la vie. Okay. C'est pour ça que nous disons dans ce plan, ne restons pas uniquement dans la logique de dire voilà, on va mettre la maison de l'administrateur du territoire. Là, on n'arrivera pas. Cherchons d'abord des voies et moyens que nous puissions avoir des entreprises dans ce secteur. Voilà. Et vous verrez que celui qui fait la production, il sera obligé de baliser le chemin. En fait, nous sommes en train d'arriver vraiment à la fin parce que nous avons presque fini. Mais il y a une question qui ne peut pas rester comme ça. Aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons, du genre conseiller du président de la République, ministre et consorts, des détournements de part et d'autres, quelle chance donnez-vous, c'est la dernière question en fait, quelle chance donnez-vous à l'exécution de ces projets et qu'est-ce que vous demandez à l'autorité par rapport à tout ce que nous connaissons actuellement, de bavures par-ci par-là, de méfaits, de méconduites. Du coup, quand vous voyez un projet crucial comme ça, un projet d'une grande envergure, voir le jour, on se pose des questions. Est-ce que ça va arriver à la fin? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Alors que c'est un projet louable. Oui, le président Tshisekedi est né à Kinshasa. Dans notre génération, on a connu des projets. Il y a des projets comme Kodaïk, l'agriculture priorité de priorité. Voilà. Ça signifie que ce que je donnerai à mon frère, que je pouvais proposer, parce que c'est lui aujourd'hui le leader des Congolais, comme chef de l'État, cher président de la République, associer le secteur privé. Si vous voulez que ça avance, si vous voulez que ça puisse avoir un sens, il faut que le secteur privé soit responsabilisé en République démocratique du Congo. Donc, dans chaque territoire, là, nous devons avoir des chefs d'entreprise qui agissent pour que nous puissions avancer. Mais sinon, si on reste uniquement dans la logique étatique, on finira à arrêter encore le gens. Vous n'allez pas détourner, vous, le privé. Non, pourquoi on va détourner? Vous viendrez avec votre argent ou bien l'État va vous subventionner? Ce sont des contractuels. Vous viendrez chercher la subvention, mais vous allez financer vous-même. Écoutez, madame. Ce n'est que ça la précision. Avec l'expérience de ma deuxième nation, qui est la République française, ça signifie que lorsque la mondialisation économique est arrivée, la France avait perdu le tissu industriel. La France, c'est un pays agricole, c'est un pays textile, ainsi de suite. Mais là où il y avait toutes les usines se sont délocalisées vers le pays à bas coût comme la Chine, le Brésil, Turquie, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour des élites? Les élites ont essayé de créer le plan économique et en partenariat avec le secteur privé. Et ils ont fait, vous entendez le mot par exemple, zone franche urbaine, exonération fiscale, niches fiscaux. Ce sont ces dispositifs qui partent à côté des créateurs de richesses qu'on appelle des entrepreneurs et que c'est comme ça qu'on va gagner. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de Congolais ne travaillent pas. Le chômage, c'est ce que chaque État combat. On ne peut pas combattre le chômage qu'avec l'administration. Parce que le source de revenus de l'administration, c'est les entreprises du secteur privé. Il n'y a pas 50% des Congolais qui payent l'impôt sur le revenu. La TVA, elle n'est pas généralisée. Ok, oui, les recettes sont absentes. Comment elle peut être généralisée au moment où les échanges des Congolais se font du bord de l'informel? Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai dit au président Tshisekedi, il a lutté politiquement, maintenant il doit lutter économiquement. Mais on ne peut pas lutter économiquement lorsqu'on ne responsabilise pas le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le président Tshisekedi puisse travailler avec le secteur privé. Il faut qu'on puisse aussi faire des réformes dans ces entreprises de portefeuille. Parce que ces entreprises de portefeuille, c'est ce qu'on appelle la grande charpente qui peut permettre aux petites entreprises d'agir. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qui sont dans le territoire, on entend le particulier, madame. Le pays où le crédit n'existe pas. Le pays où le salaire est de plus en plus rarissime.
Maintenant, une entreprise va développer comment? Au moment où les gens n'ont même pas, la plupart n'ont pas de salaire. Ils débrouillent. C'est pour ça que vous achetez dans la rue. C'est pour ça que nous disons au président Tshisekedi, quand le pays se popularise, c'est la commande publique qui permet aux petites entreprises congolaises de se développer. Merci beaucoup. Et puis, d'obliger aussi à ces entreprises qui gagnent à la République démocratique du Congo, le privé qui sont venus d'ailleurs, qui agissent ici, de cohabiter aussi avec le privé congolais. Ce n'est pas normal que ceux qui sont venus d'ailleurs, lorsqu'ils s'installent ici, ça signifie que sur l'île garage, il va acheter l'huile toujours à son frère des nationalités qui sont venus d'ailleurs. Or, nous tous, nous sommes des entrepreneurs dans le marché qu'on appelle la République démocratique du Congo. C'est vrai que si vous êtes venu d'ailleurs, vous êtes installé ici, mais achetez aussi à l'entrepreneur congolais. Donc, il faut maintenant réguler. Ok. Et il faut sanctionner. Si on demande à ONATRA, dit, montrez-nous la liste des fournisseurs. On ne voit pas clair. Qu'est-ce qu'on fait? On sanctionne ONATRA. On demande à Régie des eaux. Montrez-nous la liste des fournisseurs. On ne voit pas clair. On sanctionne la Régie des eaux. C'est comme ça que ça s'est fait. Il faut une culture de sanctions. Aujourd'hui, on ne sanctionne plus les gens. Et moi, personnellement, je plaide pour la consommation locale. Nous devons créer une chaîne de valeur locale. Oui, mais pour créer une chaîne de valeur locale, c'est pour ça que nous disons que la chaîne de valeur locale, c'est des entreprises comme Spécial Autogarage. Je vous soutiens. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut lui donner le travail. Je plaide pour la consommation locale. Il y a Maki à Congo. Et même pour il y a un autre ami qui m'a contacté, qui a conçu, qui nous a fabriqué un produit de nettoyage de carreaux. Oui. Monsieur Christian, j'ai oublié le nom. Elle doit être consommée. Oui. Et puis j'ai dit même pour la construction, comme nous plaignons toujours qu'il n'y a pas de l'argent, et pour construire ces routes-là, si même on va prendre des entreprises venues d'ailleurs, mais dans la chaîne des valeurs, il faut mettre aussi des entreprises congolaises. Et puis, à part ça, nous avons une génie militaire, madame. Associer ces gens-là, il y a des gens compétents. Vous verrez qu'on va avancer vite. Il y a également des génies policiers. Voilà, donc il faut qu'on travaille avec. À la fin, ce sont vos derniers mots. Consommons congolais, consommons spécial garage auto. Spécial autogarage, mes excuses d'avoir massacré. Spécial autogarage sur la 12e rue limitée, petit boulevard résidentiel. Consommons Manitech avec Madame Sivi. Un bon chocolat, s'il vous plaît. Et puis de confiture chez Manitech. Allez consommer. Consommons Maki à Congo. Créons une chaîne de valeur locale. C'est très important. Vous voyez Maki à Congo, par exemple. Voilà. Nous avons des universités. On a fini. Vous savez, l'autre fois, non, c'est ça, c'est bien en fait. Ça, c'est, excusez-moi, nous avons des universités. L'autre fois, les exploitants agricoles développaient comment? Ça signifie qu'ils fournissaient directement aux universités, aux écoles. Et il y avait des débouchés. C'est fait qu'il faut qu'on revient dans le fondamental de l'économie. J'espère que les autorités vont nous suivre et les consommateurs également. Consommons congolais, créons une chaîne de valeur locale. Merci à Gims Lokumu, à toute l'équipe Edem Télévision, Issama Dieu, le logistique, également au DG Stéphane Balamwangue. N'oubliez pas de mieux vivre, de surtout bien prendre soin de vous, chers internautes. On vous aime. Merci.